tu consacres le temps que tu veux y consacrer, mais une personne qui a déjà une activité salariée à côté peut très bien en parallèle rechercher des entreprises comme il peut rechercher des biens immobiliers. Hein. On est tous passés par là, on était salariés et on a racheté des biens immo à côté. Dans le domaine du rachat d'entreprise, ce qui est intéressant, c'est que tu as plein de techniques en fait. Tu as multiples leviers qui te permettent de racheter sans forcément passer par du crédit bancaire. On arrive dans ce goulot un peu d'étranglement où tu as beaucoup de propriétaires d'entreprises qui vont être obligés de vendre leur entreprise. À l'inverse, on n'a pas beaucoup de repreneurs aujourd'hui et on n'en aura pas suffisamment pour reprendre toutes ces entreprises. Bienvenue sur Les Investisseurs 4.0, le podcast qui explore les stratégies et les méthodes pour développer son patrimoine immobilier quand on a 40 ans, un job à plein temps et une vie de famille trépidante. Il y a certains types d'investissements dont on pense qu'ils ne sont disponibles qu'à une certaine catégorie de personnes. C'est le cas des entreprises, pas des actions d'entreprise cotées, non, mais le rachat d'entreprise dans son ensemble, avec son outil de production, ses salariés. On parle beaucoup de création d'entreprise, mais assez peu de reprise d'entreprise. Pourtant, Julien de Souza, notre invité du jour, est lui persuadé que c'est sur ce segment que l'on trouve les meilleures opportunités de se développer intellectuellement et financièrement. Investisseur immobilier depuis 2016 en parallèle de son emploi de juriste d'affaires pour un grand groupe, Julien a décidé de tout plaquer pour se lancer dans le rachat d'entreprise, une expertise qu'il transmet au travers d'une communauté d'apprentis repreneurs sur un groupe Facebook notamment et en réel. On a la chance de l'avoir aujourd'hui pour décortiquer ensemble les questions que soulève cette activité trop méconnue. Au cours de la conversation, on verra notamment comment on passe de l'investissement immobilier à la reprise d'entreprise, quelles sont les questions à se poser, les points de vigilance à regarder avant de racheter une entreprise, comment déterminer la valeur des parts, négocier avec le cédant les conditions d'une reprise et organiser la transition de l'équipe dirigeante, comment convaincre le banquier de nous suivre sur un projet de reprise ou de se passer des banques, le cas échéant. J'ai trouvé plein de réponses aux questions qui me taraudaient sur le sujet depuis un moment, et si la reprise d'entreprise t'intéresse, tu en apprendras forcément beaucoup sur cet épisode. Avant de démarrer, comme de coutume, un mot de remerciement au soutien du podcast. Cette semaine, c'est les avis 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify qui nous aident bien à faire connaître ce podcast au plus grand nombre. Un grand merci à Vince DJ qui sur Apple Podcast nous écrit « J'apprécie les contenus de tes podcasts et la variété des sujets abordés. Merci à toi Vince pour le commentaire, on va poursuivre dans cette voie. Allez, sur ce, partons à la découverte de la reprise d'entreprise avec Julien. Let's go! Salut Julien, bienvenue chez Les Investisseurs 4.0. Merci. Julien, est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore ? Oui, donc je m'appelle Julien de Souza, je suis investisseur, donc j'habite dans le secteur d'Aix-en-Provence. Et donc j'étais salarié, donc jusqu'à il y a 2 ans maintenant, donc 2023, donc ça va commencer la 3e année, mais j'étais salarié jusqu'en 2020. J'étais cadre, hein, j'ai travaillé à la Défense, et puis je suis venu m'installer dans le sud de la France, ça fait 6 ans maintenant. Donc j'étais juriste d'affaires et j'ai commencé à investir donc c'était fin 2016, donc dans l'immobilier. Ça a été ma première activité que j'ai découvert. Donc avant je connaissais rien du tout à l'investissement, enfin au monde de l'investissement, c'était le traditionnel métro boulot dodo comme on le connaît et voilà, j'ai découvert, je m'intéressais notamment par rapport à l'avenir et à la retraite. C'est d'actualité un peu en plus, mais à qu'est-ce qu'on allait faire avec nos retraites ou qu'est-ce qu'on allait avoir justement, et je me suis rendu compte que on n'allait pas avoir grand-chose, donc je cherchais un moyen de développer de nouvelles sources de revenus, et c'est comme ça que je suis tombé sur l'investissement immobilier, mais plutôt, tu vois, en mode pépère, enfin traditionnel, à se dire oui, on achète un appartement et puis quand il est remboursé dans 20 ans, là du coup on touche les loyers directement sans avoir à payer le crédit. Puis au fur et à mesure que j'ai creusé, j'ai continué à chercher, je me suis rendu compte qu'on pouvait faire des investissements rentables, donc qui dégagent du cash flow tout de suite, donc dès l'achat, pas attendre la fin du crédit pour se payer. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans l'aventure de l'immobilier. Donc en achetant mes premiers biens immobiliers, donc des petits immeubles de rapport en province, et ensuite des appartements, enfin des locaux commerciaux. Donc j'ai touché un petit peu à tout en immobilier. Et actuellement, et c'est le sujet qu'on aborde, je crois, aujourd'hui aussi, c'est le rachat d'entreprise. Donc c'est ce que je fais depuis 2 ans, où je rachète des titres de société. Donc
Donc généralement, ouais, 100% des titres d'une société. Donc je rachète des entreprises traditionnelles. On n'est pas dans le monde des startups là, mais véritablement, ouais, on est dans l'économie réelle et des entreprises qu'on peut croiser dans la rue tous les jours, dont on a besoin tous les jours. Que aujourd'hui c'est mon activité principale. Donc j'ai la casquette d'investisseur et je rachète et de l'immobilier et des entreprises. Non, c'est intéressant et ouais, on va l'évoquer plus en détail. Juste avant, peut-être pour comprendre un peu comment t'en es arrivé là, au niveau de ton activité salariée de base, t'étais juriste d'affaires. Est-ce que tu peux juste décrire un petit peu ton activité pour avoir un petit peu un point de départ? C'est vrai que ça parle pas forcément à tout le monde aussi, l'activité de juriste en entreprise. Mais en gros, c'est la même activité qu'un avocat, sauf qu'on est à l'intérieur de l'entreprise directement. On n'est pas dans un cabinet d'avocats. Et donc, je m'occupais de toutes les questions juridiques transverses de l'entreprise, donc sur la création des statuts, la modification des statuts de la société, des litiges qu'on pouvait traiter dans le cadre des activités de la société. Donc j'étais vraiment salarié, donc j'étais au sein d'une entreprise. Et également, donc principalement, après mon activité, c'était aussi la négociation et la rédaction de contrats d'affaires, donc des contrats de vente, des contrats d'installation. À l'époque, c'était dans le domaine des énergies renouvelables. Donc j'ai travaillé dans l'éolien, donc onshore terrestre, mais aussi donc dans l'éolien offshore. Par exemple les projets français d'éolien en mer. J'ai négocié deux des principaux contrats qui sont en cours de développement aujourd'hui. Et donc ça, c'était quand j'étais chez Areva, ouais. Donc j'ai travaillé pour des petites PME, mais aussi pour des grands groupes comme Areva, Siemens, Assystem. Donc ouais, vraiment, c'était mon activité, c'était de traiter tout ce qui était question juridique de l'entreprise, et puis négocier, rédiger des contrats d'affaires. Et également, donc c'est là que j'ai commencé aussi à toucher à tout ce qui était acte de cession ou d'acquisition d'actifs pour les sociétés, les fusions entre les sociétés, les rapprochements. Donc et tu vois, je suis en train d'y penser, c'est marrant parce que tu vois, je le faisais pour quelqu'un d'autre et à l'époque, je m'étais pas dit ouais, Julien, faut que tu le fasses pour toi, quoi. Et en fait, donc ça, je te disais, c'est 2 ans où j'ai quitté mon poste et je me suis dit, non, Julien, t'es con, tu le fais pour les autres, mais tu vas le faire pour toi maintenant, parce que t'as la casquette investisseur et t'es capable de le faire et on va voir ce que ça va donner. Donc c'était ça mon activité de salarié que j'ai transformé du coup en activité à titre perso. Fascinant. Non, j'aime beaucoup. Ça montre vraiment que on a tous en fait des compétences qu'on ignore parfois. Et même en tant que salarié, en fait, on acquiert quelque chose qui est assez peu exploité et sous-estimé. Et ton exemple, montre que on peut après le retrouver, parce que j'imagine que c'est pas non plus étranger au fait que tu t'es dirigé. Et puis j'imagine que ça t'a aussi aidé dans cette partie reprise d'entreprise, notamment toutes tes connaissances juridiques, notamment, quoi. Enfin, sur la partie juridique, ouais. Bien sûr, ouais. Après, tu as tous les à côté, analyse d'entreprise et pilotage après des entreprises où là, c'est pas ce que je faisais au quotidien concrètement. Donc là, oui, ça m'aide pour la partie la rédaction aussi des actes de cession et de tout l'aspect juridique et également l'aspect négociation, parce que je faisais pas mal de négociations. Mais ça, après, d'autres personnes peuvent le gérer par l'intermédiaire d'avocats ou de conseils, de personnes qui peuvent les accompagner. Donc, Et est-ce que dans ton cheminement, justement, parce que tu es passé par l'investissement immobilier à partir de 2016, et après, il y a seulement 2 ans que tu t'es lancé vraiment sur la reprise d'entreprise, comment ça s'est lié en fait? Est-ce que tu n'étais pas juste satisfait de l'investissement immo? Pourquoi tu as voulu aller plus loin justement, et comment t'en es venu à la reprise d'entreprise? alors, j'avais fait un peu le tour de l'investissement immobilier. Ça veut pas dire que j'arrête de faire de l'investissement immobilier, mais une fois que tu maîtrises un peu le processus, les projets, c'est un peu toujours la même chose, les mêmes opérations. Même si le projet en lui-même change, tu fais quand même toujours la même chose. Et je crois que j'avais envie d'évoluer, tu vois, de passer un autre step et de découvrir aussi une autre activité. Et donc, je me suis intéressé à la reprise et c'est vrai qu'en creusant le sujet aussi, tu vois, parce qu'on est investisseur, mais on a aussi quand même la casquette un peu entrepreneur qui est liée. Je me suis rendu compte que en fait, croître, la majorité
des ultra riches comme on les appelle aujourd'hui, même si c'est pas l'objectif d'être un ultra riche, mais elles rachètent des entreprises en fait. Tous les grands groupes Facebook, Google, Microsoft, ils se développent en fait que par la croissance externe. Croissance externe, ça veut dire qu'ils vont racheter des sociétés qui existent déjà ou des marques ou comme LVMH par exemple. Enfin, c'est le parfait exemple chez nous. C'est LVMH se développe en rachetant des maisons, des marques qui existent. Et pourquoi ces groupes ou ces grands entrepreneurs font ça, c'est que le risque est beaucoup moindre par rapport à la création d'entreprises. On se rend pas compte, mais la création d'entreprise, start-up, au bout de 2 ans, les statistiques, hein, c'est l'INSEE qui le dit, c'est plus de 90% d'échecs. Donc on sait qu'on se lance dans la création d'entreprise, on a envie de créer son entreprise, et en France, on a beaucoup de sujets, enfin, où on pousse les gens à créer justement leur entreprise, et à contrario, enfin, on parle très très peu du rachat d'entreprise et de la reprise. Enfin, on le verra peut-être un peu plus tard, mais alors qu'il y a un grand besoin actuellement avec les baby boomers. Mais l'idée, c'est de se dire, je veux me lancer dans l'entrepreneuriat, mais je veux pas partir de zéro et attendre 5 ans avant de pouvoir me payer 10 ans, enfin un salaire décent ou convenable. Donc je me suis intéressé au sujet et finalement je me suis dit ouais, enfin ça paraît basique comme ça. Tu te dis, tu rachètes une entreprise, voilà, tu signes, le lendemain tu as les clés, un petit peu comme la première fois que tu investis et que tu achètes un appartement, c'est la même chose. C'est s'il est déjà en location, tu l'achètes et le lendemain en fait tu as déjà de l'argent qui rentre. Et donc là, l'idée, c'était de faire pareil avec les entreprises. C'était pas de partir de zéro, parce que le risque est énorme, mais racheter une entreprise qui existe déjà, qui est rentable et qui permet déjà de dégager de l'argent à partir du moment où voilà, tu as signé l'acte de cession. Tu nous emmènes un petit peu justement dans tes investissements en tant que repreneur d'entreprise sur les 2 dernières années, ce que tu as réalisé. Ouais. Donc j'ai commencé par du coup, enfin, l'idée derrière, c'est de créer des synergies aussi avec mon activité d'investisseur immobilier. Donc je suis resté dans le domaine de la construction et du bâtiment, et aussi parce que, enfin, d'une certaine manière, c'est plus facile parce que tu as aussi l'expérience dans ce domaine-là. Et j'ai racheté donc en 2021 la première entreprise, donc une entreprise de construction de maisons individuelles. Donc, c'est-à-dire que on va concevoir, donc réaliser les plans d'une maison pour des particuliers qui veulent avoir une maison clé en main, livrée, construite. Donc ils achètent le terrain, nous on fait les plans et puis ensuite on assure la supervision des travaux pour leur délivrer la maison conformément à ce qu'on s'est dit et aux plans qui ont été dessinés. Ça, c'était la première entreprise avec derrière l'idée de partir sur des projets de promotion immobilière où voilà, enfin, tu vas aussi aller acheter des terrains et construire des lots avec en utilisant les compétences de l'entreprise que tu possèdes finalement. Donc c'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est cette synergie-là à avoir ta partie foncière au sein de ton groupe, donc où tu réalises des investissements immobiliers, mais derrière, tu as une entreprise qui te permet aussi de participer à l'évolution de ton groupe et à créer et construire davantage d'immobilier. Et donc c'est ça qui était intéressant. Et au fur et à mesure, donc j'ai racheté une deuxième entreprise de maçonnerie cette fois, et également ma construction, rénovation piscine de la marque Carré Bleu. Je sais pas, enfin c'est une marque assez connue dans le domaine de la piscine, plutôt haut de gamme. Et là, l'idée, c'était de se dire, sur l'activité de construction de maisons individuelles, la grosse problématique ou les gros soucis qu'on peut rencontrer sur la construction, c'est la partie gros œuvres, donc tout ce qui est maçonnerie. C'est vrai que c'est pas évident de trouver des artisans compétents. Il y en a, mais voilà, enfin, toujours on a des problèmes à les diriger comme on veut, à assurer le niveau de qualité qu'on souhaite. Donc l'idée là, c'était de racheter une entreprise de maçonnerie où on puisse former nos propres équipes et qu'on puisse utiliser pour construire les maisons derrière. Donc ça veut dire que avec l'entreprise de construction de maisons individuelles, plutôt que d'aller sous-traiter le marché à un maçon quelconque, donc je vais sous-traiter la partie construction à ma deuxième entreprise, donc l'entreprise de maçonnerie. Et finalement, plutôt que de payer quelqu'un d'autre, je vais payer mon entreprise et au final, je vais me payer en double. Donc je sais pas si tu vois le truc, mais c'est ça aussi que que je trouvais marrant, c'est que ouais, tu te développes comme ça de façon
de façon verticale, donc en achetant des fournisseurs que tu peux utiliser pour l'entreprise que tu détiens, quoi. Donc et avec derrière, comme je te disais, la partie piscine aussi, où là on peut, bon, on n'est pas dans le monde digital, mais créer des upsells pour les clients, à leur dire, voilà, on a construit la maison, mais on sait aussi construire des piscines à côté. Le chantier s'est bien passé. Vous êtes content, et quand on sait que dans le domaine de l'entrepreneuriat, le plus difficile c'est d'acquérir, et ce qui coûte le plus cher c'est d'acquérir le client, mais une fois qu'on l'a, après la relation est beaucoup plus facile à lui vendre d'autres prestations et d'autres produits. Et donc là, l'idée c'est de lui vendre aussi la construction piscine. Donc en Provence, la localisation se prête bien au marché, et du coup on a la capacité de leur proposer la vente de la maison et la vente de la piscine derrière. Ouais, donc tu as vraiment intégré toute la chaîne de valeur dans ce domaine-là, c'est assez malin effectivement. En plus de ça, si je me trompe pas, tu me dis, hein, mais en plus de ça, tu accompagnes aussi des personnes qui souhaitent se lancer plus généralement dans la reprise d'entreprise, hein, pas forcément dans le bâtiment, j'imagine, mais... Oui, après, ce qui est intéressant, c'est que ça s'applique à tous les domaines, en fait. Dans tous les secteurs d'activité, tu peux utiliser le même modèle. Donc, dans le domaine du bâtiment, forcément, enfin, on a parlé de construction de maison, on a parlé de maçonnerie, tu peux avoir d'électricité, plomberie. Enfin, là, j'ai racheté aussi fin décembre une entreprise de dépannage plomberie. Alors là, c'est un peu différent dans le modèle parce qu'elle intervient principalement pour des syndics, mais une activité de recherche de fuite et dépannage plomberie. Donc ça, c'est intéressant aussi. Là, je suis en train de finaliser aussi une entreprise d'étanchéité. Mais après, donc en dehors du bâtiment, tu peux racheter des garages automobiles. Tu peux racheter des sociétés informatiques. Tu peux racheter des laveries. Tu peux racheter des spas, des centres de remise en forme. Tu peux racheter des hôtels. Enfin, à moyen terme, je vais aussi racheter des hôtels. Donc ça, c'est une activité qui m'intéresse. Tu peux racheter une activité, enfin je sais pas, un parc aquatique. Vraiment, ça s'applique à tous les domaines. Enfin, tu peux même racheter une boulangerie, vraiment tout type de commerce, quoi. Donc ouais, donc tu peux le faire pour plein d'activités, et du coup j'ai de plus en plus de demandes de personnes qui me contactent effectivement pour savoir comment faire, parce que c'est pas forcément connu, et puis du coup pour leur apporter quelques conseils. Donc ouais, j'ai un groupe sur Facebook où là on est un peu plus on doit être 1050. Il y a 1050 membres. Tous ne sont pas actifs, mais je fais quand même une sélection à l'entrée pour ne pas accepter n'importe qui. Et ça commence à faire une petite communauté qui est sympa. Donc Ah ouais, ça c'est chouette, hein. Et puis ça va faire que grossir, à mon avis, vu l'intérêt que ce sujet va commencer à avoir. Que tu dirais seraient les premières questions à se poser quand on cherche à reprendre une entreprise? Il y a peut-être aussi beaucoup d'idées reçues, d'idées fausses sur ce domaine-là. Quand tu conseilles les personnes, ou voilà, qu'est-ce que tu dirais que seraient les premières questions à se poser pour que ça fonctionne bien, et puis les premières démarches peut-être? Les premières questions à se poser, je te dirais, c'est est-ce qu'on le veut vraiment? Parce que, enfin, j'en ai parlé, c'est un peu plus simple. Je vais utiliser le mot simple intentionnellement, hein, pas facile, mais c'est un peu plus simple que la création d'entreprise, parce qu'on a déjà une base, en fait. On part de quelque part, on a déjà des clients, on a déjà une marque, une entreprise, enfin des contrats signés. On a aussi la personne, donc ce qu'on appelle la personne du cédant, donc le vendeur, avec lequel on peut définir une période d'accompagnement plus ou moins longue. Donc ça aussi, c'est intéressant, tu vois, pour apprendre justement, et que lui puisse nous transmettre sa manière de fonctionner. Donc si une entreprise fonctionne depuis... donc là, l'idée, moi, je m'intéresse à des entreprises qui existent depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'effet Lindy aussi, c'est de se dire que plus quelque chose existe depuis longtemps, plus il a de chances de continuer à exister par la suite. Donc ça, c'est tout le principe du rachat d'entreprise. Donc si l'entreprise, elle existe depuis 30 ans, qu'elle fonctionne, qu'elle est rentable, à partir du moment où tu fais la même chose, tu es dans la continuité, il n'y a pas de raison que l'entreprise dégringole et qu'elle ne fonctionne plus, quoi. Donc là où c'est intéressant, c'est que tu peux prévoir un accompagnement avec le vendeur. Donc il peut te transmettre pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, ça se négocie. La manière dont il gère l'entreprise pour que toi derrière tu puisses continuer à faire ce qu'il faisait.
Et donc ce que je disais, c'est que ouais, c'est plus simple. C'est plus simple, mais ça veut pas dire que c'est facile non plus. Enfin, on reste dans le monde de l'entrepreneuriat et il y a beaucoup de connaissances à avoir et de compétences à acquérir, un peu différentes de quand tu crées ta propre boîte. Mais voilà, la première question, ce serait de se dire, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que j'ai vraiment envie de ça? En termes de retour sur investissement, enfin, c'est comparé à un investissement immobilier, ça a rien à voir, c'est exponentiel. Mais derrière, quand même, il y a du travail et ça demande des capacités et des compétences aussi à intervenir dans différents domaines, donc avec la relation avec les collaborateurs de l'entreprise, enfin, avoir des compétences en vente, en négociation. Donc c'est ouais, c'est est-ce que véritablement sur le papier ça peut paraître intéressant, c'est chouette, mais vraiment est-ce que moi derrière je suis capable d'assumer et d'aller jusqu'au bout. Donc ça, je pense que ouais, on peut passer un peu à côté de cette question-là, cette première question, de se dire c'est tout beau, c'est tout rose, mais on va avoir des difficultés. Enfin, faut pas se le cacher. Et du coup, il faut se dire après derrière, on a la responsabilité d'avoir l'entreprise, les collaborateurs, et il faut justement assurer pour que ça continue. Donc ouais, ce serait ça, je pense la première question à se poser. Sur le secteur en particulier, oui, le type d'activité, tu dirais que c'est plus là où on a une passion ou là où justement on a plutôt de l'expertise, de la compétence pour que ça fonctionne le mieux, où il y a peut-être pas de règles. Alors c'est la vision classique de l'entrepreneuriat et qui est pas forcément la bonne méthode en fait. On se rend compte, c'est que la plupart des personnes qui créent leur boîte, elles ont un domaine de compétences, elles savent faire quelque chose. Donc ça va être pareil, typiquement un peintre qui va créer son entreprise de peinture parce que à la base il est peintre. Il a la compétence technique, ouais, il sait réaliser des peintures, mais par contre derrière ça veut pas dire qu'il sait piloter et gérer une boîte. Et donc souvent ces entrepreneurs-là, ces créateurs d'entreprises, ils vont se construire. Enfin, leur but c'est quand même de s'émanciper, de devenir un peu plus libre, indépendant, en étant leur propre patron. Mais finalement, tu te rends compte qu'ils vont se retrouver, enfin, ils vont se recréer un second job parce qu'ils savent pas construire une entreprise. Ils savent réaliser la prestation technique, ils sont compétents, mais derrière, piloter une boîte, ça demande d'autres compétences. Donc, je te dirais que de façon un peu antinomique, il faut pas être spécialisé. Enfin, c'est pas nécessaire d'être spécialisé dans un domaine d'activité pour acheter une entreprise. Après, tu as différents. Enfin, ça dépend si tu possèdes déjà une boîte ou si tu es salarié comme moi je l'étais. L'approche va être un peu différente. Donc si tu es salarié, si tu étais salarié, voilà, t'as jamais eu d'entreprise. Je conseille généralement, c'est on va regarder effectivement au niveau de ses connaissances, ses compétences, ses centres d'intérêt, pour se dire on va aller chercher l'opportunité qui correspond un peu à tous ces critères-là. C'est en fait un peu c'est la méthode Ikigai où tu fais le croisement entre tes centres d'intérêt, tes compétences, connaissances et puis les opportunités que tu rencontres. Donc oui, enfin si tu es dans le domaine du bâtiment, ça sera plus simple d'aller racheter une entreprise dans le domaine du bâtiment, même si derrière on va s'atteler à développer les compétences business au-delà de la simple compétence technique comme on parlait. Mais ça sera toujours plus simple dans une première approche parce que le contact va mieux passer avec le vendeur. Il sera plus rassuré, lui, à savoir que tu es du domaine de compétences. Pour te vendre sa boîte, ça sera quand même plus simple. Vis-à-vis des partenaires bancaires, c'est la même chose. Enfin, ils ont le schéma classique de l'entrepreneur du métier qui va racheter une boîte dans le secteur d'activité de ce qu'il maîtrise en tant que métier. Donc ça, c'est si t'as pas de boîte. Si tu possèdes déjà, tu es déjà entrepreneur et que tu possèdes déjà une boîte, là, les questions vont être un peu différentes. Mais tu vas quand même regarder la concurrence. Généralement, c'est le plus simple, en fait, ce qui est le plus proche de toi, c'est de racheter un concurrent. Quand tu as une entreprise qui génère 1 million, 1,5 million de chiffre d'affaires, tu te rends compte que souvent, tu as des plafonds et tu as du mal à dépasser parfois ce 1,5 million de chiffre d'affaires, alors que tu te dis, si tu rachètes un concurrent qui fait 1,5 million de chiffre d'affaires, en gros, tu vas doubler ton chiffre d'affaires. Et généralement, alors quand le process va très bien, en 90 jours, tu peux le faire. Tu rachètes un concurrent et en 90 jours, tu as doublé ton chiffre d'affaires. Alors qu'avant, tu galérais à aller chercher des nouveaux clients et faire de l'acquisition client et développer de nouvelles activités pour passer ce plafond-là. Donc ça qui est intéressant, c'est d'abord racheter des concurrents
Et puis après, comme je le disais tout à l'heure aussi, c'est de manière verticale racheter, pourquoi pas des fournisseurs. Donc le maçon dont on parlait tout à l'heure, tu as ton entreprise de construction de maisons individuelles, tu vas racheter l'entreprise de maçonnerie que tu utilises. Et comme ça, tu vas développer toute la chaîne de valeur au niveau de ton groupe. Toi, tu avais l'expérience surtout au niveau juridique et ensuite en termes d'investisseur immobilier à titre particulier. C'est ça qui t'a donné le tampon de, on va dire la confiance du banquier, d'avoir investi à titre perso dans l'investissement immobilier, ou finalement tu as dû convaincre d'une autre manière? Alors c'est ça qui est génial aussi, c'est que avec le rachat, on va sortir un peu du cadre du domaine classique de l'investissement immobilier où, quand tu achètes un bien, alors c'est faux parce qu'on peut le faire, on peut utiliser du crédit vendeur aussi, mais c'est quand même très rare. Quand tu achètes un bien, généralement, tu vas passer par un crédit bancaire, donc une banque qui va te financer le rachat du bien. Dans le domaine du rachat d'entreprise, ce qui est intéressant, c'est que tu as plein de techniques en fait. T'as multiples leviers qui te permettent de racheter sans forcément passer par du crédit bancaire. Et donc, on a principalement du crédit vendeur, c'est-à-dire que c'est le vendeur en fait qui va te faire crédit. Donc vous vous mettez d'accord avec le vendeur pour que lui soit remboursé. Donc il n'y a pas de règle classique, mais la moyenne après c'est plutôt 5 ans. Mais tu vas le rembourser en fait, tous les ans, tu vas rembourser une partie du prix d'acquisition. C'est-à-dire que si tu rachètes une société qui est valorisée 100 000 euros, donc sur 5 ans, 20 000 euros, tu vas lui payer 20 000 euros tous les ans. Et ça, cet argent, tu vas utiliser l'argent généré par l'entreprise pour payer le rachat. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que t'as pas besoin forcément de crédit bancaire. Donc, c'est une des techniques, le crédit bancaire, mais tu as aussi ce qu'on appelle le crédit vendeur. Tu peux utiliser une partie de la trésorerie aussi disponible de l'entreprise pour racheter l'entreprise elle-même. C'est-à-dire que le vendeur, lui, s'il veut sortir la trésorerie de l'entreprise, il faut qu'il dégage un résultat, qui est pas toujours évident pour tous les entrepreneurs. Mais derrière, s'il sort le résultat, il va se prendre 30% de flat tax pour sortir la trésorerie de l'entreprise. Alors que toi, finalement, quand tu crées une holding de reprise, tu peux créer ce qu'on appelle une convention de trésorerie entre ta holding et la société que tu rachètes. Et donc là, tu peux utiliser l'argent de la société, et donc tu seras pas taxé à 30%, tu seras taxé à, le régime mère-fille. Je sais pas si toi tu dois connaître ça, mais le régime mère-fille, donc tu es taxé à 5% de ce que tu remontes, tu es taxé sur les 5% de ce que tu remontes. Donc si par exemple, tu remontes 100 000 euros de trésorerie, comme on disait, donc tu vas être taxé uniquement sur 5 000 euros. Donc sur ces 5 000 euros, tu seras taxé à 15% et puis 25% les paliers. Donc finalement, tu payes 1% au lieu des 30% que le cédant, lui, aurait dû payer pour sortir l'argent de la société. Donc tu vois, tu as plein de petits mécanismes comme ça. Tu peux utiliser de la facturage, tu peux céder des actifs qui sont détenus par l'entreprise, des actifs que tu vas plus utiliser. Tu peux créer des partenariats aussi avec le vendeur, c'est-à-dire que quand tu pars sur un rachat de plusieurs concurrents, c'est ce qu'on appelle un roll-up. Tu peux lui dire, vous prenez une participation dans la holding de rachat, et puis nous, on va racheter 5 entreprises, 10 entreprises concurrentes, et on va faire grossir le paquet. Et derrière, vous gardez une participation de la holding, et ça sera valorisé davantage que les parts de la société que vous déteniez auparavant. Donc, tu as une multitude de possibilités. Et moi, la première entreprise que j'ai rachetée, c'était en 100% crédit vendeur. Je te dis une bêtise, j'ai utilisé une partie de la trésorerie aussi. Mais après, le reste, le complément, la majeure partie, c'était du crédit vendeur. Mais je ne suis pas passé par une banque et je n'ai pas utilisé d'argent personnel. Donc, c'est ça qui est, en termes d'investissement et retour sur investissement, c'est juste ça qui est génial, quoi. C'est le retour du 110%, quoi. C'est le retour du 110% et on n'est pas bloqué par les banques, là, comme on peut l'être dans l'immobilier. Donc, ouais, c'est intéressant. C'est pour ça que c'est intéressant aussi. Après, l'entreprise de maçonnerie, pareil, j'ai utilisé une partie crédit vendeur, une partie trésorerie de la société et pas de financement bancaire. L'entreprise de plomberie, par contre, je suis passé par un financement bancaire. Et là, c'est vrai que ta partie immobilier, ton patrimoine immobilier peut t'aider aussi derrière parce que tu as une certaine assise, tu as un certain poids vis-à-vis de la banque.
Mais là, on parlait d'une entreprise qui est valorisée 1,5 million. Donc c'est déjà, ça commence à être des grosses entreprises. Si tu rachètes un fonds de commerce ou une petite entreprise valorisée à 400 000, 500 000 euros, là, t'as moins besoin d'assises financières derrière pour réaliser l'opération. Dans un court instant, on verra les risques auxquels on s'expose en reprenant une entreprise, les manières de valoriser ses parts et de mettre en place la transition après reprise. À tout de suite. D'accord. Alors finalement, ouais, en tant qu'avantage, j'entends qu'il y en a pas mal déjà qu'on a énuméré, d'aller plus vite, pour grossir plus vite. Et puis le côté financement qui est un super avantage effectivement. Est-ce qu'il y a des trucs auxquels il faut se méfier par rapport à une création notamment, où il faut faire attention, où il peut y avoir des pièges? Je pense notamment que quand une entreprise est déjà existante, il y a des actifs qu'il faut bien savoir évaluer, tout ce qui est personnel, etc. Pour pas y aller non plus que en se disant je vais grossir parce qu'ils sont gros, parce qu'ils ont fait tant de chiffre d'affaires, etc. Donc c'est quoi les trucs que tu regardes pour être sûr que tu fais pas fausse route? Donc tu disais effectivement il y a les actifs de l'entreprise. Donc les actifs, c'est ce qui possède une valeur pour l'entreprise, ce que l'entreprise détient et dont elle possède une valeur. Mais derrière, elle est passif aussi, ouais. Donc les passifs, c'est l'argent que la société doit, ou typiquement une entreprise qui a du vécu, elle a un historique, et tu peux avoir des litiges avec des clients qui peuvent intervenir dans la durée. Enfin, tu vois, typiquement une construction de maison, elle est réalisée en 2023, donc la construction se passe en 2023, mais tu peux avoir des problématiques qui sont découvertes en 2025 ou en 2026, 2027. Et donc c'est tout ce passif-là auquel il faut être vigilant. Et donc ce qu'on fait, donc tu as deux possibilités, c'est soit tu rachètes les titres de la société, et là tu rachètes les actifs et le passif. Donc les problèmes que tu vas rencontrer après, tu vas les traiter. Soit tu rachètes juste le fonds de commerce, et le fonds de commerce, c'est plutôt les actifs, et donc là, tu n'as pas les dettes de la société. Mais quand tu rachètes les titres dans leur globalité avec le passif, donc on va intégrer dans l'acte de cession ce qu'on appelle une garantie d'actifs et de passifs. Donc c'est-à-dire que quand tu te rends compte justement, par exemple, on parlait d'un litige, si un litige intervient 2 ans, 3 ans après que tu aies racheté l'entreprise, là tu vas pouvoir dire, attendez, là le litige il intervient maintenant, mais par contre il a été créé, où la cause est antérieure au moment où j'ai acheté la société. Donc c'est pas moi qui dirigeais, c'est pas moi qui pilotais, donc c'est pas normal que ce soit moi qui supporte le risque associé et les conséquences financières généralement. Donc avec la garantie d'actifs et de passifs qu'on intègre dans l'acte de cession, on va pouvoir dire ça c'est du ressort du cédant, donc du vendeur, et donc c'est pas à moi de le supporter. Donc monsieur le vendeur, le litige est intervenu, mais c'est à vous de le supporter. Donc c'est lui qui va payer. Avec la garantie d'actifs et de passifs, on va pouvoir le traiter de cette manière. Donc c'est lui qui va régler et supporter les conséquences du dommage. Et ça donc ça veut vraiment dire que si l'événement qui a causé le problème derrière est survenu vraiment, il doit y avoir un cut-off, j'imagine, en termes de date avant la signature de ce contrat. Ça rentre dans cette garantie et toi t'es libéré, quoi. Alors le cut-off avant la signature, non, c'est tout ce qui est avant la signature du contrat. Par contre, généralement, le cut-off lié après, c'est de dire que la gap, elle a une durée de 3 ans généralement, 3 à 5 ans. C'est-à-dire qu'il faut que tu te rendes compte dans les 3 ans suivant l'acte de cession du préjudice ou du dommage. Si c'est 4 ans, 5 ans, 6 ans après, là, effectivement, ça va être pour toi. Donc c'est pour ça que c'est important aussi. Donc dans tout le processus d'acquisition des titres, on a ce qu'on appelle une phase intermédiaire qu'on appelle les due diligence. Donc on va analyser en détail les contrats et voilà, aller sur les chantiers, voir ce qui a été réalisé, bien réalisé ou pas réalisé. Tu peux pas tout vérifier, tu peux pas te prémunir de tout. Mais la pratique fait que on se dit au-delà de 3 ans après, normalement on devrait plus avoir de problématiques antérieures à la cession. D'accord. Comment concrètement, on reprend une entreprise? Est-ce que il y a plusieurs façons, j'imagine, de la reprendre. Donc tu peux aller à la barre du tribunal de commerce ou demander à quelqu'un, au fait, vous n'êtes pas vendeur. Comment ça fonctionne dans tous ces cas, quoi? Ouais, tu vois, c'est un peu du coup t'as la vision, je dirais un peu classique de Monsieur Tout le Monde.
à se dire on va racheter une entreprise à la barre du commerce parce que voilà, elle est en liquidation, elle tourne mal ou voilà, enfin c'est pas péjoratif, hein, mais c'est juste l'idée générale, c'est les gens se disent finalement on va racheter des entreprises qui vont mal parce que si l'entreprise fonctionne bien, pourquoi le dirigeant voudrait la vendre en fait? Alors que typiquement, comme dans l'immobilier, tu as des événements de vie en fait qui font que un chef d'entreprise, il va vouloir vendre son entreprise. Donc il peut divorcer, il peut avoir des problèmes de santé, il peut avoir envie de déménager, il peut avoir envie de réaliser un autre projet. Voilà, il a fait le tour de sa boîte et il a envie de faire autre chose. Donc non, tu peux racheter des boîtes qui sont rentables. Et d'ailleurs, c'est ce que moi je conseille et c'est ce que je fais, c'est de racheter des boîtes qui sont rentables parce que des boîtes en difficulté, c'est d'autres compétences. C'est un peu plus lourd à gérer. Il te faut plus de temps, plus d'énergie. Il faut vraiment se consacrer à 100%, même je te dirais 150% à la boîte pour la redresser. Ça peut être intéressant, hein, ça peut être vachement intéressant en termes de retour sur investissement parce que des entreprises en difficulté, tu peux les racheter pour un euro symbolique. Et derrière, si tu arrives à la redresser, voilà. Enfin, si c'était juste un problème de cash flow, vraiment un problème que tu as identifié et que tu arrives à résoudre, ça peut être jackpot. Hein. Enfin, tu peux passer en 6 mois d'une entreprise valorisée à 1 euro à 1 million, 1,5 million. Mais c'est quand même lourd pour commencer. Moi, je trouve. Donc, je préfère partir plutôt sur des entreprises rentables, donc des personnes qui veulent vendre. Et donc, ces personnes-là, comment on les contacte? Alors, c'est comme en immobilier, tu as des sites spécialisés, comme Session PME, par exemple, Fusac, ou même sur Le Bon Coin aussi. Quand tu cherches tes biens sur Le Bon Coin, il y a des entreprises qui sont à vendre aussi. Beaucoup de fonds de commerce, mais tu as aussi quelques entreprises qui sont à vendre sur Le Bon Coin. Donc tu as des sites spécialisés, tu as comme en immobilier aussi les agents, donc on appelle les brokers, et qui vont faire l'intermédiaire entre le vendeur et puis le repreneur. Eux ont un portefeuille de différentes sociétés, donc ils vont démarcher les dirigeants, les chefs d'entreprise, et puis ils vont voir s'ils veulent vendre l'entreprise, et derrière ils vont mettre en relation avec de potentiels repreneurs. Et puis sinon, tu as la méthode traditionnelle directe, où effectivement, tu as identifié le type d'entreprise que tu voulais, et tu vas généralement dans ton secteur géographique, tu vas localiser, essayer de rechercher les entreprises qui sont présentes, et tu vas contacter en direct le dirigeant pour lui dire typiquement, voilà, enfin je suis un entrepreneur, je cherche à acquérir dans les 6 mois une entreprise dans le domaine d'activité X. Du coup, est-ce que vous seriez intéressé? Est-ce que vous connaissez du monde qui cherche à vendre leur entreprise? Donc c'est la méthode directe. Et donc je l'ai évoqué un peu tout à l'heure aussi avec quand on parlait justement de cet effet-là, enfin ce développement ou cet engouement pour le rachat d'entreprise. Donc, tu as un autre phénomène qu'on connaît aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le boom des baby boomers, justement. Donc, c'est toutes les personnes qui sont nées après la Seconde Guerre mondiale et qui sont aujourd'hui propriétaires d'une entreprise. Donc, aujourd'hui, elles sont à l'âge de partir à la retraite. C'est-à-dire que ces personnes-là, elles ont 60 ans, 65 ans, 70 ans. Et en France, la majorité des entreprises est détenue par des baby boomers. Enfin, je crois qu'on est à plus de 50%. Et donc toutes ces personnes-là vont devoir soit fermer leur boîte ou soit vendre leur boîte à un moment donné. Et donc on arrive dans ce goulot un peu d'étranglement où tu as beaucoup de propriétaires d'entreprises qui vont être obligés de vendre leur entreprise. Et à l'inverse, on n'a pas beaucoup de repreneurs aujourd'hui et on n'en aura pas suffisamment pour reprendre toutes ces entreprises. Donc, ce qui fait que la loi de l'offre et de la demande, tu vas pouvoir négocier, si c'est pas des prix attractifs, au moins des conditions de financement qui sont intéressantes pour nous. Donc, sans passer par exemple par le crédit bancaire. Donc voilà, c'est un petit peu ce que j'aime bien aussi dans le rachat, c'est que tu as toutes ces techniques de financement créatives qui vont être renforcées par le fait qu'on va avoir beaucoup d'entreprises à vendre. Et du coup, avec peu de repreneurs, on va être en position de force pour négocier des conditions qui permettent de racheter sainement des entreprises. C'est un marché de gré à gré, complètement désintermédié, ou est-ce que quand on achète pour trop bas, on se fait taper sur les doigts par une autorité de tutelle ou autre? Non, tu as un vrai marché de gré à gré, et c'est vers là qu'il faut se diriger.
parce que après, tout ce qui est intermédiation, donc on parlait des brokers, c'est comme toujours en égo. Plus tu mets d'intermédiaires, plus tu mets de personnes de strat, plus c'est difficile, plus le projet devient difficile parce que tu es obligé de négocier avec tout le monde. Faire passer un crédit vendeur, c'est déjà pas chose courante pour un cédant, généralement, parce que typiquement le type de chef d'entreprise qui vend son entreprise, c'est quelqu'un qui est parti de zéro, il l'a créé de zéro et en fait, il a construit son entreprise pendant 15 ans, 20 ans, 30 ans et il a fait que ça. Enfin, il sait pas comment ça se passe une session d'entreprise. Donc lui, il va aller voir classiquement son comptable ou un banquier qui vont lui dire voilà, enfin, il faut trouver un repreneur qui va chercher un financement bancaire. Il va mettre 30% d'apport et puis là, ça va être jackpot pour vous. Vous allez signer, encaisser un chèque et vous avez vendu votre entreprise. Sauf que dans les faits, le marché, il est pas comme ça. Enfin, ça peut être des opérations complexes et quand tu ramènes beaucoup d'intermédiaires, et ça, ils aiment bien. Enfin, les intermédiaires, ils aiment bien prendre tous leur part du gâteau et voilà, se servir au passage. Et du coup, ça alourdit un peu le prix et le processus. Donc c'est pour ça que c'est plus intéressant pour nous d'aller en direct démarcher des chefs d'entreprise avant qu'ils ne passent par la case broker ou comptable et autres pour justement leur faire comprendre c'est quoi leur intérêt derrière. Est-ce qu'ils veulent partir dans une démarche où pendant 2 ans, 3 ans, ils vont mettre leur entreprise à vendre mais ils ont pas de garantie de succès que le projet va aller au bout. Ou alors voilà, on se met d'accord sur des techniques de financement un peu créatives mais derrière voilà en 3 mois, 6 mois, on plie l'affaire. Vous avez vendu votre boîte au prix que vous vouliez, même si après, en termes de conditions de financement, c'est pas de l'argent tout de suite, c'est pas un crédit bancaire, mais par contre, vous vendez au prix, même, tu vois, un petit peu plus cher. Tu peux aussi utiliser ce levier-là, de dire, je suis prêt à acheter l'entreprise un peu plus cher que ce qu'elle ne vaut réellement, parce que derrière, le vendeur accepte des conditions de financement un peu créatives. Ouais, parce que le vendeur, faut quand même qu'il ait confiance que dans les 5 prochaines années, sa boîte qu'il a cédée continue d'exister et qu'il puisse être payé sur un crédit vendeur. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais après, je te dirais dans l'autre sens aussi. Souvent, ce que je rétoque aussi aux cédants, c'est de se dire, moi, j'achète quelque chose et j'ai envie que dans les 5 ans, ça continue aussi à tourner. Donc, si vous êtes plus là et que l'entreprise, si à partir du moment où vous êtes plus là, l'entreprise ne fonctionne plus, finalement, c'est quoi le prix de l'entreprise ? Qu'est-ce qu'elle vaut ? Elle vaut 0 si vous n'êtes plus là et que ça fonctionne pas. Alors moi, je suis prêt à vous donner effectivement cette somme-là, de l'argent, mais derrière, ça veut dire que l'entreprise, on arrive à faire en sorte qu'elle tourne pendant que vous n'êtes pas là. Donc tu vois, c'est un peu ce jeu-là. Il faut jouer sur ce tableau aussi. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant. Est-ce qu'en termes de valo, pour se mettre d'accord sur un prix, alors sur des tailles d'entreprises petites, j'imagine que c'est pas comme dans les grosses structures où tu as des due diligence interminables avec des valorisations bien définies. Là, en gros, c'est quoi la règle la règle pour commencer à targeter un premier niveau pour démarrer une négociation? Tu regardes le stock, la référence client, comment ça fonctionne? En termes de valo, moi je reste sur une tranche qu'on appelle un multiple de l'EBE, donc du résultat, excédent brut d'exploitation, à te dire que l'entreprise, tu dois la racheter en dessous, alors idéalement en dessous de 3 fois l'EBE. En dessous de 3 fois l'EBE, tout secteur confondu. Ça veut dire que là, tu es en capacité en fait d'avoir une entreprise qui s'autofinance. Après, si tu vas au-delà, en fonction des secteurs d'activité, effectivement, si tu as des contrats récurrents, des clients récurrents, ça va changer aussi, mais vraiment la ligne directrice, c'est déjà partir on est en dessous de 3 fois le BE et là on regarde, ça peut véritablement être intéressant, ouais. Et après on va affiner, sachant que en fait tu as 50 000 possibilités de valoriser une société. Chacun va trouver sa méthode de valorisation qui lui permet en fait d'atterrir au prix qu'il veut finalement. Donc après, ce qu'il faut comprendre, c'est est-ce que la société est en capacité de dégager suffisamment de résultats pour que l'investissement soit intéressant. Et donc là, c'est pour ça qu'on en revient au multiple de l'EBE, donc en dessous de 3 fois l'EBE. Donc, c'est-à-dire que si une boîte fait 200 000 euros de résultats, donc de BE chaque année, multiplié par 3, donc ça fait que tu dois l'acheter en dessous à 600 000 euros ou en dessous de 600 000 euros. Si tu as un peu de trésor, tu vas rajouter la trésorerie nette de dette. Si tu as 100 000 euros de trésor, ça va te faire une boîte à 700 000 euros.
Mais c'est un peu les ratios que moi je me donne. Et on n'est pas dans ce monde effectivement des grosses entreprises ou même des startups où tu peux avoir des valos à 20 fois le BE, enfin 30 fois des trucs juste démesurés, quoi. Là, on reste dans des entreprises traditionnelles. Traditionnelles, c'est du concret. On a l'historique de résultats de l'entreprise et on va s'attacher à la racheter à un niveau convenable pour que derrière, et le vendeur s'y retrouve et puis nous, on s'y retrouve aussi pour pouvoir justement financer le rachat. En termes d'implication, parce que j'imagine, il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent peut-être qui ont eu cette envie de reprendre une entreprise, mais qui peut-être sont déjà salariés ou peut-être qu'elles ont une autre activité à côté. Il y a possibilité, j'imagine, de pas forcément être à 100%, mais d'être peut-être plus dans une gestion passive. Est-ce que c'est une bonne idée ça, de se dire on en rachète mais on est plutôt en gestion passive, ou est-ce que pour toi finalement il faut être à la tête de proue du truc pour que ça fonctionne, et en termes de temps aussi, tu vois? Tu as deux visions. Tu as effectivement la vision classique, comme on parlait tout à l'heure, où tu vas racheter une entreprise et puis tu as envie de la diriger au quotidien. Tu as envie d'être le gérant ou le directeur général ou le président de la société et puis de la gérer au quotidien. Ou alors, comme moi, tu prends la casquette investisseur et là, tu te dis, je vais racheter l'entreprise, mais je vais mettre en place un gérant pour que lui pilote l'entreprise au quotidien. Et toi, tu te concentres plutôt à donner la vision de l'entreprise à 5 ans, à apporter peut-être du support sur certaines fonctions, marketing si tu as des compétences, ou RH ou support financier derrière. Mais moi, c'est plutôt ma vision. Ouais. Je garde la casquette investisseur, donc c'est-à-dire que c'est pas moi qui est tous les jours au bureau ou sur les chantiers pour piloter les boîtes. Donc j'ai des gérants. Et puis derrière, après, je pilote et je m'assure. Donc on met en place des objectifs avec des indicateurs clés qui me permettent moi de mesurer l'avancement et de se dire on est dans les cordes ou alors on n'est pas dans les cordes et du coup il faut qu'on réajuste. Donc en fonction de ça, effectivement, ça va te prendre plus ou moins de temps si tu es tous les jours dedans. Effectivement, ça va te prendre la majorité de ton temps. Et puis si tu prends la casquette investisseur, là tu peux racheter, là, comme je disais, 5 entreprises en portefeuille. Tu peux gérer tes 5 entreprises en portefeuille. Donc ça, c'est pour la partie exploitation. Et puis après, peut-être, par rapport à ta question sur la partie recherche, phase de recherche aussi en amont. Donc là, c'est comme tout. Tu consacres le temps que tu veux y consacrer, mais une personne qui a déjà une activité salariée à côté peut très bien en parallèle rechercher des entreprises, comme il peut rechercher des biens immobiliers. Hein. On est tous passés par là, on était salariés et on a racheté des biens immo à côté. Donc on va chercher les entreprises, on va faire des rendez-vous avec les cédants et puis derrière, on va suivre le processus d'acquisition avec la rédaction des actes de cession. Donc ça se fait en parallèle d'une activité. Ouais. D'accord. Et toi, sur des 5, aujourd'hui, c'est ton activité principale, mais ton emploi du temps pour gérer, superviser plutôt ces 5 entreprises, c'est combien de jours, d'heures par semaine, en gros? Alors, ça dépend de la phase, en fait, je te dirais. C'est quand tu rachètes, forcément, tu veux être un peu plus impliqué. Ça dépend de la phase, donc et ça dépend aussi de ton gérant, si tu as un gérant derrière, de ses compétences et puis de ce qu'il a fait avant. Mais généralement, quand tu rachètes l'entreprise, dans les 3 premiers mois, tu consacres un peu plus de temps. Donc voilà, il y a des choses à mettre en place. Dans la semaine, je m'occupe de certaines choses. Et puis généralement, on se fait une réunion hebdo, 1 heure avec le gérant chaque semaine. Donc dans les 3 premiers mois, avec l'idée derrière de progressivement descendre à faire une réunion tous les mois et puis après derrière une réunion tous les trimestres ou tous les semestres. Ouais, j'imagine qu'il doit y avoir, c'est la phase de démarrage et puis trouver justement cette personne clé, ça doit être aussi essentiel, hein, et un gros boulot. J'imagine aussi en termes capitalistiques, la personne est intéressée au capital. J'imagine que tu peux pas motiver quelqu'un en étant salarié, je crois, hein, c'est ça? Si. Aujourd'hui, je l'ai jamais fait encore. Tous les gérants que j'ai là, ils sont pas intéressés au capital.
parce que, alors c'est un choix aussi personnel. Bon, déjà, c'est jamais évident les associations dans un capital. Enfin, ça pose toujours des problématiques, mais aussi surtout, enfin, parce que tu vois, j'étais un peu dans un mode aussi à essuyer les pots cassés, enfin, en mode de test, et j'ai pas envie d'embarquer non plus des personnes dans quelque chose si jamais ça fonctionne pas derrière. Donc voilà pourquoi je l'ai pas fait. Et aujourd'hui, non, c'est plutôt des primes, enfin sur résultat. On se fixe des objectifs sur résultat et derrière, voilà, il y a un partage des bénéfices, mais il y a pas d'association et de prise de participation sur les gérants, pour les gérants. Ok, ouais, non, c'est intéressant que ça puisse fonctionner comme ça effectivement aussi, parce que ça aussi, ça peut rassurer sur le fait que ça peut tourner si sur ce modèle-là, et on peut rester au contrôle effectivement de sa destinée, tout en ayant l'appui logistique et sur le terrain de personnes avec qui avec qui ça colle quand même, quoi. J'imagine qu'il y a, en termes de personnalité, il y a beaucoup d'humains dans tout ça en fait, je crois. Hein. Et c'est très très humain, ouais. Que ça soit avec la personne du cédant ou avec la personne du gérant après derrière. Ouais, enfin, au-delà, tu vois, des chiffres, parce que le prix de cession reste quelque chose, mais quand tu creuses et tu regardes un peu les enquêtes, en fait, c'est pas l'intérêt principal du cédant. L'intérêt principal du cédant, c'est surtout de transmettre son entreprise et que ses équipes puissent continuer à avoir un boulot et une activité derrière. Donc c'est pas forcément le prix de cession qui va être le plus important pour un cédant. Donc il y a beaucoup d'affect, beaucoup d'humains derrière, d'autant plus quand il a créé la boîte depuis, comme on le disait, 30 ans, 40 ans. Encore un truc à mettre dans sa besace pour aller négocier, quoi. Approcher. C'est simple entre guillemets, mais c'est d'être à l'écoute, vraiment une écoute attentive de la personne du cédant, être empathique et voilà et le faire parler et savoir ce qu'il veut véritablement derrière et puis le rassurer par rapport à la suite et ce que vous allez mettre en place, parce que oui, ils peuvent avoir des propositions d'un groupe ou d'une autre entreprise, mais généralement, ils ont peur aussi parce que derrière l'entreprise va démanteler une partie de l'activité, ils vont licencier des salariés. Donc il faut être en capacité de le rassurer comme ça, et c'est ce qui va créer le rapport de confiance nécessaire pour derrière partir sur la vente. Donc ouais, c'est très 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 humain. Et quels sont les principaux pièges que tu pourrais voir, les erreurs à pas commettre dans ce domaine-là, si tu en as vu passer déjà? Ouais, puis il y a plusieurs choses, hein, mais ne pas faire confiance aveuglément aussi aux cédants. Parce que d'une, ils peuvent essayer de te cacher des choses et enfin sans forcément te cacher des choses aussi. Enfin, ils n'ont pas en tête les conséquences que ça peut avoir derrière sur leur façon de faire, enfin une façon qu'ils ont au quotidien de faire avec des clients ou des sous-traitants ou des choses comme ça. Enfin, ils ont toujours fait comme ça et voilà, mais derrière ils pensent pas à quand ils seront plus là, qu'est-ce que ça va avoir comme impact. Et ça peut nous pénaliser à la reprise ensuite. Donc ouais, c'est vraiment être vigilant là-dessus, à vraiment tout vérifier, enfin ce que le cédant nous dit. Donc ça serait un premier point. Après deuxième point de vigilance sur les rachats, c'est que ouais, il faut prévoir une petite marge de manœuvre et c'est pour ça que c'est intéressant aussi de racheter pas cher, comme je disais tout à l'heure, avec des multiples qui te permettent d'absorber des petites erreurs ou voilà des petits rééquilibrages nécessaires après l'achat. Parce que si tu utilises toute ta capacité d'autofinancement pour acheter l'entreprise, derrière tu arrives à un petit problème, tu n'as plus de marge de manœuvre et tu mets la société en difficulté. Donc c'est ça surtout, c'est pas ne pas racheter, ne pas s'intéresser à des entreprises qui sont survalorisées ou ne pas racheter trop cher pour garder cette marge-là de cash flow et pallier à un certain rééquilibrage parfois. Notamment quand c'est la première fois qu'on débute, c'est notre première opération. Mais tu vois, quand je pense, il y a vraiment beaucoup de parallèles avec l'immobilier. C'est pareil avec l'immobilier, c'est de dire, tu vas racheter un bien et avoir du cash flow positif pour faire face aux imprévus, plutôt que d'aller piocher dans ta trésor quand il y a un problème. Si jamais t'achètes pas un bien rentable, quoi. Donc c'est ça, ouais. Et vraiment se ménager cette marge-là de cash flow et de rentabilité pour derrière ne pas être en difficulté. Pour toi d'ailleurs. Quand tu reprends une affaire,
il faut que ça dégage du cash flow dès le premier jour, ou est-ce que on peut se dire ouais bon je reprends la première année, je vais mettre un peu je vais mettre de ma poche. C'est quoi la bonne approche pour toi? Je te dirais ça dépend du projet, mais idéalement c'est cash flow et t'as pas à puiser dans tes deniers personnels. L'entreprise doit être capable de supporter le rachat et de faire face à son quotidien en fait. Donc ça c'est vraiment la situation idéale. Après, tu peux avoir des entreprises qui sont un peu moins bien, un peu moins rentables, mais toi, tu as identifié l'élément qui lui permet justement de passer le cap et de se transformer réellement. Et ça peut être intéressant aussi parce que du coup, tu la rachètes moins cher et derrière, tu as une perspective de retour sur investissement qui est plus importante. Donc ça, c'est un peu typiquement la première entreprise de construction de maison que j'ai rachetée. Donc le vendeur avait deux activités, une activité donc construction de maison et à côté il avait une activité de promoteur immobilier aussi. Et il avait délaissé l'activité construction de maison pour se consacrer à son activité promotion immobilière à côté. Et donc les bilans, enfin ils étaient pas très bons. Enfin c'était plutôt sur la phase descendante. Donc on était à 500 000, un petit peu, non 400 000, ouais, 400 000 de chiffre d'affaires sur la dernière année. Mais il y avait une raison, enfin une explication. Et puis derrière, avec quelques techniques un peu marketing, de la publicité que lui ne faisait pas. En fait, tu vois, fin 2021, là sur cette année, on a un carnet de commandes à 1 million, un peu plus d'1,5 million, 1,6 million. Donc tu vois, tu peux vite faire la transformation et du coup, bah tu rachètes l'entreprise pas cher et derrière, un an après, elle est déjà valorisée de façon beaucoup plus importante. Ouais, parce qu'il y a, comme tu l'expliquais là, il y a le carnet de commandes qui peut faire que il faut, voilà, comme quand tu l'as repris, il s'était bien amoindri le carnet de commandes et t'as dû reconstituer. Mais il y a aussi l'autre aspect plus trésor, c'est que dans une type de secteur comme ça où il faut, il y a de la latence entre le moment où tu démarres les travaux et puis le moment où t'es payé, faut aussi absorber le BFR, enfin le besoin en fonds de roulement. Et ça aussi, c'est un autre peut-être truc à regarder, quoi. C'est que si t'as pas de trésor, que t'as pas de carnet, t'as deux effets négatifs contre toi, quoi. Exactement, ouais. Donc là, tu rachètes vraiment pas cher et ouais, il faut avoir les solutions pour transformer ça. Donc c'est pour ça que ouais, idéalement, je te dis, enfin une entreprise qui est rentable, voilà, qui continue à tourner, il y a un carnet de commandes, il y a une trésor suffisante. Donc ça c'est un point de vigilance aussi, ouais, c'est la trésor, le niveau de trésor, c'est de se dire il faut garder un niveau de trésor suffisant pour faire tourner la boîte au quotidien. Ouais. Et par rapport au premier point que t'avais indiqué sur le cédant aussi, qui peut être un peu un point d'attention, est-ce qu'il y a de ton expérience aussi une durée maximum pendant laquelle on autorise encore le cédant à rester dans les affaires, tu vois, parce que bon, on va pas non plus couper tout d'un coup, il a la connaissance, etc., qui peuvent être utiles quand nous reprend la boîte, mais de l'autre côté, quand il a trop sa patte, c'est trop son empreinte et qu'on veut un petit peu changer d'orientation stratégique, c'est quand même bien aussi à un moment donné de couper, en fait, il y a un délai qui est bien, par exemple 6 mois, je sais pas, de se dire, bon allez, au bout de 6 mois, je reprends complètement la barre, c'est quoi ton point de vue là-dessus? Alors je te dirais, ça dépend de la relation qu'il avait avec la boîte avant, mais idéalement c'est de couper court le plus rapidement possible. Ouais. Et déjà, si tu as des collaborateurs dans la société, ils vont être un peu dans le flou en fait. Ils vont même si le message est clair de dire que c'est toi le nouveau patron, le nouveau gérant et voilà. S'ils ont travaillé pendant 15 ans, 20 ans avec l'ancien gérant, il va y avoir des problèmes de communication. Enfin, ils vont pas trop savoir comment gérer avec l'ancien gérant. Des fois, ils vont lui dire des choses, ne pas nous les dire à nous, ou inversement, tu vois, tu vas avoir des problèmes de communication. Et donc ça, il faut absolument l'éviter. Donc ouais, le plus rapidement possible, 2-3 mois, ça serait l'idéal. Mais après, ça dépend véritablement de la structure de l'entreprise et du poids que le gérant avait dans l'entreprise. Mais sinon, il faut aller assez vite. Ouais. 3 mois, généralement, c'est bien. Après, si toi, tu veux gérer l'entreprise et que tu as envie d'apprendre aussi, enfin là, tu peux prévoir des accompagnements plus longs. Mais ça doit rester une exception, ou des cas vraiment spécifiques. Ouais, ok. Est-ce qu'il y a, écoute, on a fait un bon petit tour là déjà. Est-ce qu'il y a des choses qu'on a peut-être omis je pense notamment à tout ce qui est un petit peu structuration juridique ou fiscalité. On en a un petit peu parlé quand tu parlais de la flat tax
notamment, mais est-ce qu'il y a des choses que tu trouves malin en termes de construction? Et là, c'est un petit peu en prenant un peu ton expérience de juriste d'affaires aussi là-dedans, pour pouvoir, que tu trouves malin quand on organise ça, qu'on a une activité peut-être salariée ou peut-être une activité type investissement à côté, qui permettent peut-être soit d'utiliser un peu de cash, de sortir du cash à moindre frais entre guillemets, ou de réutiliser encore une fois avec moins de friction fiscale peut-être le cash d'une entité vers l'autre. Enfin, ouais, si tu as une idée là-dessus. Oui, après en termes de technique, on en a parlé tout à l'heure. Enfin, principalement, c'est le régime mère-fille qui te permet de faire remonter de la trésor au niveau de ta holding à moindre frais. Donc l'idée, c'est vraiment de garder l'argent dans le groupe, de le faire circuler. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est même tu vois quand tu as une activité d'investisseur immobilier et que derrière tu construis un groupe avec ta partie foncière, une holding de tête, et puis là peut-être ta partie rachat de boîte. Mais c'est de faire circuler l'argent dans ce groupe plutôt que de le faire sortir en fait, parce qu'à partir du moment où tu le fais sortir d'une société, comme on disait, tu te prends 30% de flat tax, alors que si tu le laisses au sein du groupe et que par exemple tu as une activité Airbnb, enfin location courte durée qui te dégage beaucoup de cash, tu veux en utiliser une petite partie pour racheter une entreprise, ben voilà, tu fais circuler au sein du groupe plutôt que de te la sortir toi à titre perso. Et là, tu gagnes 28% en gros de friction fiscale, et ça te permet de démultiplier ton patrimoine et puis ton groupe et ta valeur nette derrière. Donc ouais, c'est ça qui est important, c'est rester au sein du groupe et puis faire circuler l'argent au sein du groupe. Un peu comme dans toutes les entreprises aussi, utiliser le maximum de dépenses personnel avec la boîte entre guillemets, et finalement sortir sortir le moins de cash possible ou le sortir en une fois. C'est ça. Ou avant, voilà, c'est utiliser toutes les charges que tu peux au sein du groupe pour éviter pour passer les charges avant imposition. Comme ça, effectivement, tu diminues ton résultat et derrière tu diminues ton imposition plutôt attendre l'imposition et puis derrière te faire allumer. Ça marche. Bon, super, Julien. Quels sont tes projets à l'avenir, si tu peux partager? T'en es où du coup maintenant? Tu veux continuer à fond dans les reprises? T'as d'autres cibles en vue? Alors, comme je te disais là, du coup, je suis en train de finaliser là les dernières entreprises là pour le mois d'avril, fin mars, avril. Après, je vais me poser un peu, ralentir un peu sur les entreprises parce que t'as différentes phases comme en IMO, hein, tu construis, tu consolides, et puis après tu repars à reconstruire. Mais c'est important d'avoir cette étape un peu intermédiaire. Donc là, avec 5 entreprises, il y a beaucoup de choses à faire. Donc là, ouais, je cherche plus de nouvelles entreprises. Après, ça veut pas dire que je reste pas ouvert aux opportunités aussi. Donc on verra, on verra. Mais non, là, c'est vraiment de consolider, de partager aussi un peu, parce que du coup il y a pas mal de personnes qui sont intéressées, qui s'intéressent au sujet, et voilà. Samedi dernier, on a fait une rencontre à Marseille. Là, on était 22 personnes repreneurs sur une journée complète. C'était vraiment cool de partager. Tu vois, c'est en plus j'aime bien les événements physiques, parce que malheureusement sur ces 2 dernières années, on a été un peu trop digital. Donc c'est pour ça aussi que j'aime le rachat aussi d'entreprises, les entreprises traditionnelles. C'est que au final, si tout le monde veut être coach ou je sais pas quoi sur Internet, et qui est-ce qui va faire tourner l'économie réelle? On a toujours besoin d'un boulanger, on a toujours besoin d'un plombier qui vient nous dépanner ou tout ça. Donc il y a beaucoup de choses à faire, ouais, sur le traditionnel, sur vraiment le concret, ce que j'appelle le concret. Donc c'est pour ça, ouais, je fais des journées ouvertes là pour les personnes qui s'intéressent au sujet. Ouais, il y aura sûrement là aussi, je vais m'entourer d'un petit groupe de repreneurs aussi sur un mastermind là pour cette année. Donc transmettre, consolider les entreprises, transmettre ce que je connais, et puis après repartir sur d'autres projets un peu plus importants aussi, et puis d'autres secteurs d'activité, comme je disais, l'hôtellerie, un magasin de moto, parce que là c'est mon intérêt perso là, à titre perso, je suis motard, donc
Donc là, tu vois, j'ai envie d'avoir mon propre magasin. Ça serait vraiment génial. Donc ouais, partir un petit peu plus sur des activités plus plaisir, des entreprises plus plaisir et que la synergie pure et dure avec mes activités du quotidien. Ouais, surtout que la synergie dans le domaine de l'immobilier et la construction, ça y est, t'as commencé à faire la boucle là. Et il y a pas mal de choses. On pourrait toujours en faire plus, hein. On peut toujours en faire plus, mais après, il faut savoir aussi être raisonnable et consolider pour derrière partir sur d'autres choses. Est-ce que tu as des ressources peut-être que tu pourrais indiquer aux personnes qui souhaitent aller plus en amont, justement plus aller de l'avant et comprendre un peu mieux et peut-être même essayer eux-mêmes de reprendre des entreprises? Tu citais quelques sites web qu'on mettra dans les notes, mais est-ce qu'il y a d'autres endroits où trouver des infos? Alors, tu as en France, il y a le CRA, ce qu'on appelle, c'est l'association cédants et repreneurs d'affaires, qui est un peu l'institution sur la transmission d'entreprise en France, qui ont des bonnes ressources. Ils ont une association, tu peux adhérer à l'association, tu peux rencontrer des dirigeants. Ils ont une formation aussi, je crois. Après, c'est souvent, c'est des bénévoles, des anciens chefs d'entreprise. Tu vois, je trouve qu'ils ont un peu cette vision un peu dépassée, ou trop traditionnelle du sujet. Se dire, ben oui, concrètement, il faut être cadre plus, avoir 300 000 euros de trésor, d'argent de côté, et puis injecter dans l'opération, dans le rachat. Donc tu vois, ils ont cette vision un petit peu limitée, je trouve, par rapport à ce qu'on est en capacité de faire et ce qu'on sera en capacité de faire, comme je te disais, avec la tonne d'entreprises qui vont arriver sur le marché à vendre. Donc il faut être peut-être un peu vigilant là-dessus, mais voilà, il y a des choses intéressantes. En termes de littérature, il y a pas beaucoup de choses, malheureusement, en France. Après, si vous lisez l'anglais, c'est un peu différent. Il y a quelques bouquins là-dessus. Ils sont un peu plus avancés que nous, surtout aux US. Mais en France, c'est pas forcément évident. Après, je disais, il y a le groupe Facebook aussi que j'ai monté. Ça, forcément, peut-être que tu pourras mettre le lien aussi. Des personnes pourront être intéressées. Donc voilà. Et du coup, l'année dernière, j'avais fait un challenge sur 5 jours où j'allais de A à Z sur le processus pour chercher une entreprise, identifier l'entreprise, faire les recherches, proposer la structuration, négocier et puis derrière piloter les entreprises. Donc voilà, ça, il y a des vidéos, il y a des replays. Donc sur le groupe, les gens pourront accéder. Super. Il paraît que c'est sympa. C'est le retour. Donc. Ouais, mais c'est super, ce format challenge, c'est toujours très bien parce qu'en plus, t'es pas tout seul, t'es vraiment engagé avec d'autres personnes, ça motive. Je trouve que c'est vraiment cool. Ouais. Bon, là, ça sera le replay pour le coup, parce que le challenge est déjà passé, mais je vais certainement en faire un autre, relancer une session. Donc, mais comme tu dis, ouais, c'était ce que je voulais, c'était avoir cette interaction là et que les gens puissent, au fur et à mesure, poser leurs questions, avancer et travailler concrètement sur leur plan d'action pour acheter une entreprise. C'est top. Et Julien, les gens qui veulent te retrouver directement, c'est via le groupe Facebook ou est-ce que c'est quel canal en priorité? Alors sur le sujet, vraiment si on va aller dans le détail, c'est le groupe Facebook. Après, j'ai un profil Instagram, LinkedIn comme classiquement et je partage certaines infos aussi. Donc ouais. Ça marche. Donc les gens peuvent te contacter au travers de ces deux canaux, ouais. Insta ou LinkedIn, quoi, en fait. Et excellent. Franchement, merci de nous avoir ouvert l'esprit un peu, sorti un peu de l'immobilier, vu d'autres horizons. Même si on a vu qu'il y avait beaucoup de similitudes, donc c'est plus proche que je ne le pensais en tout cas. Ouais, exactement. Et après, faut vraiment tourner un peu. C'est un peu un shift mental à se dire, effectivement, on n'est pas obligé de passer par la création comme tout le monde nous le conseille. Et voilà. Et au-delà de l'immobilier, il y a peut-être un autre step aussi avec le rachat d'entreprise qui nous permet de démultiplier par ailleurs. Donc, moi, je trouve ça vraiment intéressant. Il y a c'est vraiment enrichissant intellectuellement. Et puis après, derrière aussi, au niveau des finances, ça peut aller très vite, ouais. Beaucoup plus vite que l'immobilier. Ouais, c'est ça, ouais. Non, mais clairement, je sens que c'est ça qui est un gros argument également. Et que, comme tu le dis, à un moment donné,
si on veut grossir vite, c'est l'entrepreneuriat et la reprise, quoi, d'entreprise qui va jouer. Bon, ça va susciter beaucoup d'intérêt, tout ça. Merci beaucoup pour ton temps, Julien, c'était super. Merci à toi, Paco. Et je te dis à très bientôt, alors. Ça marche, à très bientôt. À plus, ciao. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu. Faites-toi un investisseur un peu mieux informé. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast avec ton entourage et à lui mettre une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Podchaser. Ça permet de le faire monter dans les classements et de me donner la motivation pour t'offrir toujours le meilleur contenu. Voilà, merci beaucoup encore pour ton soutien et une très bonne fin de semaine à toi. Ciao!